L'invité spécial de ce soir, l'invité du mois, est Nicolas Dupont-Aignan. Depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidence de la République, nous avons décidé de l'interroger sur différents sujets, qu'ils soient culturels, qu'ils soient évidemment de politique nationale ou de politique internationale. Pour cela, ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné par Luna. Luna qui ne manquera pas de poser les questions de nos auditeurs. Et évidemment, nous aurons ce soir plusieurs invités choisis par Nicolas Dupont-Aignan, à commencer par Jean-Marie Rouart. Jean-Marie Rouart qui est évidemment écrivain et membre de l'Académie française, chers auditeurs. Et puis, nous recevrons également le général Jean-Bernard Pinatel. Alors, le général Jean-Bernard Pinatel sera en distanciel, mais nous serons en contact avec lui. Je rappelle que le général Jean-Bernard Pinatel est général de brigade. C'est un brillant général de brigade puisque il a été le responsable du CIRPA, du service d'information de relations publiques des armées, et fondateur du groupe permanent d'évaluation des situations créé à la demande du président Giscard d'Estaing. Ensuite, celui-ci est également docteur en études politiques et titulaire d'une maîtrise de physique nucléaire. Et comme tout officier supérieur, il est diplômé évidemment de l'école de guerre. Et c'est également un ancien auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et donc le général Jean-Bernard Pinatel nous fera le plaisir de nous accompagner et d'échanger avec Nicolas Dupont-Aignan, puisque le général Pinatel est également vice-président du think tank Géopragma, et nous parlerons évidemment de relations internationales avec lui et avec Nicolas, qui vient d'arriver à la seconde en courant et que j'invite à s'asseoir à ma droite. Alors, et puis pour terminer, chers auditeurs, nous recevrons un journaliste franco-russe avec qui, évidemment, nous parlerons de paix possible ou pas en Ukraine. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Laurent Poultier du Ménil, avec un léger retard. Mais je vous présente mes excuses les plus palates. Alors, cher Nicolas, nous allons commencer, évidemment, nous venons de passer Pâques, donc nous allons commencer par peut-être un petit mot sur Pâques et sur la disparition du Saint-Père ? Oui, qui a été rappelé à Dieu après avoir pu prononcer quelques paroles. C'est une belle mort pour un pape. Tout à fait, absolument. Après, il y a le domaine spirituel et puis il y a le domaine temporel. Tout à fait, absolument. Voilà. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'on a envie à la fois, le pape est mort et on pense à son âme et on souhaite que l'Église puisse surmonter cette disparition. On va voir qui va être le nouveau pape. Oui, c'est surtout ça. Voilà, nous attendons avec impatience son successeur, en espérant parce que l'Église est face à des défis colossaux. Tout à fait. Des défis immenses, et la voix du pape est très très importante. On s'en est aperçu d'ailleurs pendant ce pontificat. On attend peut-être quelqu'un dans le bon sens et dans le moins bon. Voilà. Bon, donc nous éviterons des commentaires paix à son âme. Non, mais je crois que ça aura été quand même un pape qui aura marqué beaucoup par ses positions. Après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, les catholiques ont été très divisés sur certains points. Maintenant, il faut reconnaître. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que c'était le premier pape des pays du Sud, de l'Amérique latine, et qu'à ce titre, c'était très important. Oui, absolument. Très important. Et qu'il a joué un rôle et qu'il a donné un message au profit des plus pauvres, qui était, en tout cas pour moi, très important. Après, chaque pape a ses qualités, ses défauts, et il ne m'appartient pas d'en juger, surtout dans ces circonstances. Tout à fait. Alors, cher Nicolas, nous avons reçu un certain nombre de questions de nos auditeurs, en amont de cette émission qui était déjà annoncée, sur laquelle nous avons déjà communiqué. Luna, est-ce que tu es prête pour ces premières questions ? Donc, on voudrait... Alors, Nicolas, avant donc de lire ces questions, vous avez annoncé votre candidature officielle déjà pour l'élection présidentielle. Pourquoi déjà ? Eh oui. Je sens la question, donc je la devance. Mais bien sûr. Mais parce que d'abord, il y a déjà beaucoup de candidats. Jean-Luc Mélenchon qui fait campagne,
et qui est très dangereux pour la France. Il y en a beaucoup, on le sait, mais qui ne se sont, pour l'instant, ils se sont déclarés. Jean-Luc Mélenchon ne se sont pas déclarés. Oui, mais enfin, Jean-Luc Mélenchon fait campagne, objectivement. Marine Le Pen fait campagne, même si elle a eu ce souci judiciaire. Oui, enfin, elle fait campagne avec Jordan Bardella. Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Pas de candidature officielle. Non, pas de candidature officielle, mais font campagne d'une certaine manière. Et moi, je suis impressionné par un coup d'État qui se profile et dont on parle peu. Et c'est le coup d'État de l'Union européenne avec Madame von der Leyen. Et je constate, et j'ai constaté face à cela, que la classe politique française et même le Rassemblement national étaient bien silencieux. Comme si on s'accommodait à la disparition de la France. Et il m'a paru utile que dès maintenant, il y ait un candidat souverainiste, clair, j'allais dire indépendantiste. Puisque dans le discours que je me suis permis de prononcer le 8 mars dernier, j'ai expliqué ma candidature par ma volonté d'imposer dans le débat public français un débat sur la démocratie et sur l'indépendance. Parce qu'on ne réglera pas les problèmes de sécurité, d'immigration, de chômage, de désindustrialisation, sans reprendre le pouvoir et le rendre aux Français. Et comme je vois que se prépare le même théâtre que d'habitude, c'est-à-dire de voir tous ces candidats et même ceux qui auparavant avaient une position beaucoup plus nette, en fait faire croire aux Français qu'on va régler le problème du chômage, de l'insécurité, comme ça, sans se libérer. Et donc, moi, je veux être le candidat de la libération nationale. Et c'est pourquoi j'ai annoncé très clairement, parce que je pense qu'il fallait mettre les pieds dans le plat, si vous me permettez l'expression. Et quand je vois, surtout, et ce qui m'a décidé, c'est de voir Emmanuel Macron reprendre du poil de la bête, si je puis dire. J'avais recommandé à Marine Le Pen et au Rassemblement national d'accélérer après la défaite d'Emmanuel Macron législative, c'est-à-dire de censurer François Bayrou après avoir censuré Michel Barnier, de voter la destitution, parce que je considère que cet homme est dangereux pour la France. Et j'ai vu que le Rassemblement national, comme les socialistes, se sont évanouis à l'Assemblée. Et je me suis dit, il faut bien qu'il y en ait un, si je serai le dernier peut-être, mais il faut bien qu'il y en ait un qui dise aux Français, on ne peut pas laisser Emmanuel Macron partager la force de dissuasion nucléaire, nous entraîner vers la guerre en Ukraine, continuer son œuvre maléfique, c'est pas possible. Et donc, c'est le sens de ma candidature, c'est d'offrir aux Français un candidat indépendantiste qui dit clairement les choses, si on veut régler les problèmes du pays, si on veut empêcher le coup d'État qui est en train de se profiler, si on veut éviter d'aller vers la guerre, eh bien, il faut à un moment mettre les pieds dans le plat et dire les choses aux Français, et c'est aux Français de trancher. Voilà. Alors, je reçois en direct un certain nombre de questions. Déjà, Luna, il y avait une question concernant l'Europe. Oui. Et par rapport à ce que vient de dire Nicolas Dupont-Aignan sur justement Madame von der Leyen. Alors la première question qui vient d'un auditeur, c'est Monsieur Dupont-Aignan, vous qui avez critiqué souvent l'Europe comme étant une prison des peuples, un monstre technocratique et antidémocratique, pourtant vous ne souhaitez pas sortir de l'Union européenne, en espérant réformer de l'intérieur, alors même que nous savons que c'est impossible. En quoi, avec vous, ce serait différent ? Très simple. Je pense qu'il faut dynamiter cette Union européenne, la transformer radicalement. Il faut d'abord tenter de le faire avant de s'en aller seul. Je n'exclus pas la sortie, bien évidemment. Mais je propose aux Français une action double. D'abord, on fait la grève de l'Union européenne, si je puis dire, moratoire. Moratoire de 6 mois. On n'applique plus aucune règle. On ne verse plus l'argent, on n'applique plus les règles européennes et on va à Bruxelles dire à nos partenaires, comme le général de Gaulle l'avait fait en 1966, avec la politique de la chaise vide, on ne joue plus, on n'applique plus, on veut tout revoir. Est-ce que vous êtes prêts à tout revoir ? Tout revoir comment ? En se libérant. Parce que, je le maintiens, oui, c'est la prison des peuples, parce que ça ne peut plus durer. Et la première décision que je propose, c'est de ne plus payer cette organisation. Donc, vous voyez, je suis très radical là-dessus. Mais je pense qu'il faut proposer à nos partenaires un retour à une Europe qui a marché à une époque, qui était une Europe intergouvernementale. Chacun avait ses frontières, avait son budget, avait ses droits de douane, et pour autant, on a réussi à se réconcilier, il y a eu des échanges, c'était une Europe gaullienne. Si on y arrive,
eh bien on aura dynamité l'Union européenne, on aura reconstruit, on aura fait une sortie à plusieurs, si je puis dire. La Hongrie, l'Italie, et il y a beaucoup de pays qui n'en peuvent plus de Mme von der Leyen. Donc je pense qu'il faut tenter avec eux d'organiser une sortie collective, j'allais dire de 5 à 10 pays, qui ferait que cette union disparaîtrait totalement. Si nous y arrivons, c'est magnifique. Si nous n'y arrivons pas, alors nous poserons la question par référendum, est-ce que vous voulez sortir? Et les Français sortiront seuls. Mais ce que je dis par rapport à ceux qui veulent sortir seuls tout de suite, c'est que sortir seul tout de suite, ça a l'inconvénient quand même de laisser l'Union européenne survivre à 26 à côté de nous. Et ça ne sera pas si facile pour nous d'être, indépendants. Bien sûr, je préfère être indépendant seul qu'avec eux. Mais si on peut sortir à plusieurs, c'est-à-dire reconstruire quelque chose de positif, on évite les inconvénients de la sortie sèche. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué que ceux qui disent sortie, mais je pense que c'est plus de nature à rassurer les Français, qui verront qu'avec moi, on va tenter de reconstruire quelque chose de solide. On va se libérer de l'Union européenne. De toute façon, il faut en finir avec l'Union européenne. La question, c'est de savoir si on en finit en la laissant survivre à nos côtés ou si on la finit en permettant à d'autres pays de venir avec nous pour reconstruire l'Europe des nations. Voilà. Alors, j'ai un auditeur justement. J'espère que c'est clair. J'ai un auditeur qui nous suit, qui nous écrit, qui demande d'abord ce que vous pensez d'Asselineau et qui nous dit « Asselineau rejoint souvent les idées de Nicolas Dupont-Aignan, notamment celle qu'il vient de proclamer depuis le début de l'émission. Nous aimerions un accord entre les souverainistes. » Ah, j'en rêve. J'en rêve, j'ai tout essayé. Quand j'ai été candidat en 2022, François Asselineau était candidat et Florian Philippot. J'ai réussi à organiser un déjeuner tous les trois, grâce à Philippe Murer. Et au cours des déjeuners, j'ai dit, si je n'ai pas les signatures, je soutiendrai celui qui aura les signatures. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Et je demande à l'inverse que si vous n'avez pas vos signatures, vous me souteniez. Et il faut qu'il n'y ait qu'un candidat souverainiste. Les trois veulent l'être, très bien. Eh bien, on verra lequel aura ses signatures. François Asselineau a dit, j'aurai les signatures et tu me soutiendras. J'ai dit volontiers. Et puis j'espère que ça sera la même chose. Et il n'a pas répondu. Et puis quand j'ai eu mes signatures et qu'ils ne les ont pas eues, Florian Philippot m'a appelé très vite et m'a soutenu. Et François Asselineau n'a plus jamais répondu au téléphone. Voilà la réalité. Pour autant, est-ce que je dois lui en avoir rancune? Pas du tout. J'estime que la nation est en danger de mort et que donc les souverainistes doivent mettre de côté des nuances. Alors je sais que Florian Philippot et François Asselineau m'accusent de ne pas être un pur frexiteur. C'est-à-dire de vouloir donner encore une chance à la négociation pour maintenir une coopération d'État. Parce que je suis convaincu que les Français ne veulent plus de l'Union européenne, mais veulent encore des coopérations entre pays européens, que nous ne sommes pas l'Angleterre. Et je persiste à penser que ce serait l'idéal. Et je pense que les excès démesurés de Mme von der Leyen sont en train de faire bouger les choses, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pays qui n'en peuvent plus non plus. Et que si la France, grand pays, disait aux Européens « nous voulons rétablir nos frontières, notre budget, notre droit national, nous ne payons plus, mais en revanche, nous voulons continuer des coopérations, parce qu'on ne va pas se recroqueviller chacun sur notre petit pays, entre guillemets, bien que nous ne soyons pas un petit pays, nous, mais on doit travailler avec nos voisins. Je veux dire, on peut être contre l'Union européenne comme je le suis, et je le suis totalement, à 150%, tout le monde le sait, mais ça n'empêche pas de pouvoir travailler avec nos voisins. On a fait Airbus à 4 ou 5 pays, ça a très bien marché, ce n'était pas l'Union européenne. Donc, ce que je voudrais faire comprendre aux souverainistes, c'est que si on est sur une position uniquement de Frexit, sans comprendre que les Français veulent aussi des coopérations, on va s'isoler politiquement et on fera toujours 4% et on ne gagnera jamais. Donc il y aura toujours l'Union européenne. Et je souhaite inventer une voie qui me paraît la seule possible, qui est la voie de la rupture avec l'Union européenne, mais de la construction d'une Europe, des coopérations gaulliennes. Chaque pays est souverain, a ses frontières pour maîtriser son immigration, chaque pays a son budget, chaque pays a ses lois nationales, mais ça n'interdit pas quand même de travailler avec les autres. Voilà. Et je pense que ce compromis est de nature à rassembler non seulement les souverainistes,
mais aussi des millions de Français qui n'en peuvent plus de Mme von der Leyen, mais qui ne sont pas encore sur la ligne du Frexit et que nous devons convaincre. Parce que l'enjeu, c'est de gagner. C'est pas de rester entre Frexiteurs minoritaires. C'est de convaincre les Français qu'on ne peut plus continuer avec l'Union européenne, mais qu'on va leur proposer une France indépendante qui travaille avec les autres. Luna. On a une autre question qui est plus par rapport à ce que vous avez dit sur le RN et Macron. Donc en 2022, vous vous êtes allié au RN. Aujourd'hui, quand on voit sous couvert de normalisation, le Rassemblement national refuse d'appuyer la destitution de Macron, accepte la nomination de Ferrand au Conseil constitutionnel, n'apparaît finalement que comme une opposition de façade. Seriez-vous prêt à appeler à voter à nouveau pour ce parti aux prochaines élections ? Vous avez compris que si j'étais candidat à la présidentielle dès maintenant, c'est parce que justement j'étais lassé de toujours supplier le Rassemblement national de voter la censure, de voter la destitution. Après, c'est son choix. Je ne vais pas tomber dans le piège de la division des patriotes. Parce que je préfère de très loin à M. Macron ou à des centristes des candidats du Rassemblement national. Bon, mais il est clair que j'ai pris la décision d'être candidat à la présidentielle parce que je vois que le Rassemblement national, en ce moment, peut-être ma candidature les forcera-t-il à réagir, mais je les vois un peu s'évanouir. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans les critiques. Parce que si on commence à se critiquer comme avaient fait Éric Zemmour et Marine Le Pen tout au long de 2022, on va à la défaite. Donc, moi, je dis aux Français, au premier tour, je suis candidat, aidez-moi. Et puis, au deuxième tour, il faudra que les patriotes se rassemblent d'une manière ou d'une autre. Je préférerais que ce soit en ma faveur si les Français me mettent en tête au premier tour. Ce n'est pas encore le cas dans les sondages. Donc, il y a du boulot. Voilà pourquoi aussi je suis parti un peu plus tôt que prévu. C'est que je suis convaincu que les Français commencent à se rendre compte que le Rassemblement national a une ligne un peu trop flottante. Moi, ma ligne, elle est claire, nette, précise. Un électrochoc démocratique pour rendre le pouvoir aux Français avec notamment le référendum d'initiative citoyenne, à la Suisse. Parce que je crois que ce n'est pas simplement l'élection d'un président nouveau. Vous pouvez mettre Marine Le Pen, vous pouvez mettre Jordan Bardella, vous pouvez me mettre. Si on ne change pas le mode de fonctionnement de la Ve République, on ne réussira pas. Donc une 6e. C'est la 5e renouvelée. On peut l'appeler 6e, on peut revenir à l'essence de la 5e. La 5e a été trahie par les présidents qui se sont succédés. Elle a été trahie. Le général de Gaulle avait voulu donner beaucoup de pouvoir à l'exécutif, mais il se sentait responsable devant le peuple et il a démissionné quand il a perdu un référendum. Emmanuel Macron a été désavoué après une dissolution et il s'est accroché au pouvoir. Et on le laisse. Donc, si vous voulez, moi je crois qu'il y a un vrai problème démocratique dans notre pays. Donc, je veux être le candidat de la démocratie nouvelle à la Suisse, participative, parce que je crois qu'on n'est plus en 1958, qu'il y a une immense aspiration des Français à être acteurs de leur destin. Et puis, je veux être le candidat de l'indépendance, parce que je crois qu'on ne fera rien tant qu'on restera dans cette Union européenne. Qui soutiendra Nicolas Dupont-Aignan? Retailleau, s'il y a Retailleau, Wauquiez, Marine, Marion, Jordan, quel sera a priori le candidat dont vous sentez le plus proche et que vous risquez de soutenir? J'ai pas à le dire. Moi, je me bats pour l'indépendance de la France parce que rien ne sera réglé si on ne reprend pas notre liberté. Ça, c'est catégorique. Donc ça veut dire que demain, Nicolas Dupont-Aignan peut candidat. Très bien ne pas soutenir le Rassemblement national. Non, ne me parlez pas de ça. Il y a un premier tour. C'est aux Français de déterminer au premier tour qui sera en tête pour le second, du camp patriote. C'est beaucoup plus ouvert qu'on ne le croit. Donc moi, je me présente pour dire aux Français, est-ce que vous voulez un président qui a les idées claires et qui sait où il va? Si vous le voulez, et si vous voulez la voie de l'indépendance telle que je la propose, votez pour moi, voilà. Et puis le second tour est un autre moment. Voilà. Et pourquoi est-ce que je pense avoir été suffisamment loyal en 2017 et en 2022. Oui. J'ai fait campagne en 2017 et en 2022 sans jamais critiquer les autres. Je ne vais pas commencer. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour commencer à critiquer des gens que j'estime.
même si j'ai des nuances. Ce ne sont que des nuances, encore qu'elles sont d'importance, parce que quand je vois Bruno Retailleau, qui a un talent fou, continuer à obéir à l'Union européenne, je me dis qu'il y a une contradiction. Quand je vois Jordan Bardella nous expliquer qu'on ne va pas rétablir nos frontières nationales, mais qu'on va avoir une double frontière, je dis c'est trop compliqué pour moi. Voilà. Et c'est pour ça que je suis candidat. Parce que je veux que les Français aient le choix. Alors, qu'est-ce qui va faire que les années à venir, vous allez progresser et y arriver par rapport aux précédentes ? Parce que je pense que la période a changé. Parce que je pense que beaucoup de Français commencent à se rendre compte que le monde politique s'est abîmé dans cette espèce de délice et poison de la 4ème République. Parce que je pense que j'ai mûri aussi, peut-être, progressé, j'espère. Et parce que en tout cas, moi, je me sens mieux. Parce que j'ai les idées beaucoup plus claires que les dernières fois. Et où en sont les troupes de Debout la France ? Les troupes de Debout la France ont beaucoup progressé. Maintenant, ça ne suffit pas. Donc j'appelle les Français à me soutenir et à m'aider. Notamment aussi financièrement. Parce que j'ai découvert au cours de la vie politique que malheureusement, il y avait un lien entre les finances des partis et leur succès électoral. Et si vous regardez les 2 dernières présidentielles, j'étais celui qui avait le moins d'argent. Et donc, pourquoi aussi j'ai commencé maintenant ? C'est parce que j'appelle tous les Français à m'aider financièrement. Si chacun de mes électeurs ne donnait que 5 €, eh bien, j'aurais les moyens de faire campagne. Et je pense que ça aussi, c'est un discours que je n'avais pas parce que j'aime pas parler d'argent, parce que j'ai cette pudeur, parce que je suis pas un homme d'argent, vous le savez bien. Mais il y a un moment, il faut qu'on se muscle financièrement. Et j'appelle aussi tous ceux qui ont des moyens à nous aider parce qu'ils ne se rendent pas compte toujours que, comme nous sommes des gens honnêtes, nous avons moins d'argent que les autres. Parce que nous sommes des gens libres, nous ne sommes pas soutenus par les lobbies. Et que c'est un vrai problème politique. Donc, c'est défiscalisé. Si vous donnez 100 €, vous économisez 66 € d'impôts, si vous payez l'impôt sur le revenu. Et c'est mieux de donner 100 € à Debout la France que de les donner à Macron. Alors, Mais vous pouvez les donner aussi à d'autres, je ne suis pas jaloux. Il nous reste 5 minutes avant de recevoir Jean-Marie Rouard. Une dernière question. Vous avez indiqué lors d'une interview que les dirigeants actuels au gouvernement étaient des traîtres à la nation. Élu président, vous engageriez-vous à les traduire en justice, devant la Cour de justice, notamment M. Macron pour ses compromissions dans les affaires Alstom, Nestlé et son patrimoine certainement caché ? Écoutez, je pense qu'il y a un problème démocratique en France, mais il y a un problème que personne n'évoque. C'est la corruption généralisée. Je n'ai pas de preuves. Sinon, il y a longtemps que j'aurais saisi les procureurs de la République. Mais j'ai des forts indices sur une espèce en tout cas, de conflit d'ingérence permanent, qu'on a vu d'ailleurs pendant le Covid. Vous savez qu'il y a un procès contre Mme von der Leyen qui a commandé pour des dizaines de milliards d'euros de vaccins, qui sont plutôt des injections sans aucune traçabilité, et qu'elle refuse de communiquer ses SMS à la Cour des comptes européenne. Donc, je crois que pour redresser le pays, il va falloir faire quand même une grande opération main propre un jour. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous seriez prêt à... Je pense qu'il faut que ceux qui sont coupables de malversation payent. Je suis très surpris dans notre vie politique. Et vous comptez sur les juges pour ça ? Écoutez, il y a juges et juges. Oui. Il y a des juges politiques, mais il y a aussi des juges honnêtes, heureusement. Il n'y a pas que des juges malhonnêtes et il n'y a pas que des juges gauchistes. Et donc, je pense qu'en tout cas, il y a un gros travail à faire dans notre pays pour assainir les choses. Tout le monde se moque de Donald Trump et de M. Musk, mais moi, je reconnais que M. Musk est en train de faire un sacré ménage aux États-Unis. Et j'aimerais qu'en France, il y ait le même ménage. Vous vous sentez agir un peu comme Trump ? Non, chaque pays a sa différence. Je ne suis pas Trump. Malheureusement, je n'ai pas ses moyens. Ça m'aiderait. Mais en revanche, très sérieusement, je pense qu'il y a une critique de Trump très excessive en France, un peu primaire, qu'il a sans doute des défauts, mais qu'en revanche, il se passe quelque chose aux États-Unis alors que notre pays est enfermé, enlisé dans des conflits d'intérêts permanents d'une espèce de classe politique qui tourne autour d'elle-même. Et je pense que moi, je suis suffisamment maintenant mûr et libre pour mettre un grand coup de pied là-dedans.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan, vous avez souhaité, comme nous offrez 3 heures aujourd'hui, ce qui est exceptionnel. C'est vous qui m'offrez, c'est exceptionnel. Mais de votre temps. C'est vous qui m'offrez cette tribune. Vous avez souhaité parler également évidemment de culture, qui est un thème qui vous est cher, et vous avez souhaité recevoir Jean-Marie Rouart, qui est en train d'arriver. Jean-Marie Rouart, je rappelle, qui est écrivain et membre de l'Académie française, que vous appréciez beaucoup. Bonsoir Jean-Marie. Et donc Jean-Marie qui arrive avec d'ailleurs son nouvel ouvrage. Jean-Marie, je vous invite à vous installer en face de moi, ce sera parfait. Donc bonsoir cher Jean-Marie, rebonsoir cher Jean-Marie. Non, alors il faut que vous soyez là, me dit la technique, désolé. Voilà, comme ça, pour vous filmer au mieux cher Jean-Marie. Je peux te dire pourquoi je vous ai soufflé ce nom. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce choix de Jean-Marie Rouart. Mais parce que c'est un grand esprit, c'est un grand écrivain, et au-delà d'être un grand écrivain, parce qu'il y a beaucoup de grands écrivains, notamment à l'Académie, comme vous, mais j'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises, et surtout j'ai beaucoup aimé, il a écrit des très bel article récemment dans le Figaro, une page entière, qui était magnifique, et il a cette qualité rare, je trouve, d'être à la fois un écrivain ancré dans l'histoire. J'adore son livre sur Napoléon, et en même temps d'avoir un regard libre sur l'actualité, et à ce titre de faire le lien entre le passé, le présent et l'avenir, quoi. Et ça paraît bateau de dire ça, mais c'est important d'avoir des plumes ainsi qui s'expriment et qui nous élèvent. Voilà pourquoi je suis heureux qu'il soit présent. Alors Jean-Marie Rouart, et il m'a rien demandé, et on ne s'est pas vu depuis bien longtemps. Je suis très heureux d'être enfin des compliments, parce que c'est vrai que je suis dans une position assez difficile, dans la mesure où, c'est un peu le titre de mon livre, je suis un anarchiste de droite. Et la position d'anarchiste de droite, c'est une position qui n'est pas confortable du tout. C'est pas du tout une position confortable, c'est une position, justement, on n'est ni du côté de la droite, ni du côté de la gauche. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est de Balzac, parce qu'au fond, mes véritables références sont littéraires. Et c'est la phrase de Balzac qui dit « J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie. » Et voilà. Et en tout, je serai toujours du côté de la vie, parce que je pense que c'est du côté de la loi naturelle contre la loi sociale. Mais je ne suis pas pour autant, c'est en cela que je ne suis pas un anarchiste, je ne pose pas des bombes contre la société, je ne suis pas pour détruire la société. Je profite énormément des bonheurs de la société, de la conversation, de beaucoup de choses, de tous les grands esprits que contient la société. Mais en même temps, je trouve que l'individu est écrasé par cette société. Et c'est le fameux titre du livre de la Boétie, c'est cette espèce nous sommes dans une sorte d'esclavage vis-à-vis de la société, et c'est la thèse que je défends dans mon livre, c'est grâce à la littérature que nous échappons à cette servitude de la société, c'est grâce à la littérature, à des esprits, mais avec tous les esprits, parce que il me semble, et là je ne vais pas être original, je m'ai réfugié du côté de Renan, qui disait qu'au fond, pas de Renan, de Michelet, qui disait qu'au fond, il n'y avait qu'un seul livre. Un seul livre qui venait de la Bible, et ce livre qui se laïcisait et qui devenait un roman, et tous ces écrivains, qui témoignaient de l'esprit, au fond, ils allaient tous dans le même sens. C'est ça. Ça, je crois très profondément. Et ce sens, c'est essayer de sortir de cette étreinte sociale, parce que ce qu'on croit trop, c'est que la loi est juste, mais la loi, en fait, elle ne cesse d'évoluer, elle ne cesse il y a des époques où il valait mieux ne pas obéir à la loi, et donc, et regarder sur un certain nombre d'évolutions humaines. Regardez par exemple, sur l'homosexualité. L'homosexualité, c'est quand même frappant
de voir qu'en Angleterre, jusqu'en 1964, on était condamné à la prison pour homosexualité, et en France pendant encore très longtemps. Sur l'adultère, regardez les lois, la sévérité des lois sur l'adultère. Donc, eh bien, à chaque fois, ce sont les écrivains qui ont défendu le caractère humain. Voilà, moi je suis, et c'est Tolstoï, c'est Anna Karénine, c'est bien sûr Madame Bovary. Voilà. Donc, le thème de mon livre est un peu là-dessus, c'est pour essayer de montrer en quoi le fond de la littérature est une révolte contre l'oppression sociale. Vous parliez de la vie, mais vous êtes l'avocat de la liberté quand même. Vie et liberté vont ensemble. Bien sûr, c'est-à-dire que... Vous auriez pu employer le mot liberté. Oui, bien sûr, mais c'est presque synonyme. C'est très difficile de voir une vie. Néanmoins, entre liberté et vie, vous savez, j'attache tellement de prix à la vie que je crois que Rousseau avait une phrase atroce. Il disait « Le sang d'un homme ne vaut absolument pas la liberté du monde. » C'est très très fort, c'est très très fort. Mais, disons, je n'irai pas jusqu'à Rousseau, néanmoins, je trouve que, regardez, même il y a des gens qui, dans des époques atroces, sous le nazisme, sous le communisme, eh bien les gens ont été asservis, mais ils ont vécu. Ils ont vécu, et c'était d'ailleurs la phrase, je crois que c'était de CIS ou de Talleyrand, qui dit « Qu'est-ce que vous avez fait pendant la Révolution ?» Il a dit « J'ai vécu ». Oui, Sartre disait qu'on n'a jamais été autant libre que pendant la période de l'occupation, ce qui est assez surprenant et assez contradictoire. Oui. C'est par le choix, évidemment, de ses décisions, de ses positions, de son ton, de sa façon de s'exprimer. Et justement, est-ce que, par essence même, un écrivain, finalement, est un homme libre par son action à elle-même? Écoutez, je pense qu'il tend vers la liberté. Parce qu'on ne peut jamais dire qu'on est complètement libre. Bien sûr. On est dans un conditionnement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est passionnant dans l'histoire. Et c'est ce qui... Toutes les analyses historiques que l'on peut faire sont souvent faussées par ce fait qu'on ne contextualise pas l'histoire. Et si vous voulez que ce soit pour l'époque de 1940... Il y avait une phrase de François Mitterrand qui était intéressante. Il disait « L'opposition n'est pas entre vichysois et gaullistes, elle est entre ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connue. » C'est la contextualisation. Je crois que c'est à toutes les époques. C'était un moyen pour François Mitterrand de s'exonérer de beaucoup de choses. Oui, j'ai pensé aussi. Si je peux me permettre. Oui. Cher Jean-Marie Roire, là, vous me permettrez d'avoir un petit désaccord. Oui, peut-être. Néanmoins, sur cette question-là, je trouve qu'il éclaire énormément cette période, parce que c'est vrai que sur Vichy, il y a Vichy de 40, Vichy de 41, Vichy de 42, Vichy de 43, et puis voilà. Donc, je crois que c'est vrai que nous avons tendance, sur tellement d'affaires de l'histoire, disons, l'épopée napoléonienne n'est pas compréhensible si on ne contextualise pas. Donc, toutes les périodes on doit se reporter à un contexte. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce contexte de la liberté, il est énormément variable. Moi, je suis pour l'indulgence, essayer de comprendre l'être humain dans ces circonstances qui sont quelquefois tellement difficiles. Nous avons la chance d'être dans des périodes relativement heureuses, même si elles ne sont pas, disons, élevées spirituellement. Nous sommes dans des basses eaux spirituelles, mais nous sommes, dans le point de vue de la liberté, dans une très grande liberté. Et justement, qu'est-ce qui vous a pris? Quelle était votre, j'allais dire, l'origine de ce qui vous a motivé pour écrire une telle œuvre, et pourquoi maintenant? Parce que je vis dans une obsession, c'est vrai, de l'injustice. Vraiment, je vis depuis toujours. C'est une maladie. Vous savez, il y a une très belle phrase de Gary, il dit « J'ai mal chez les autres ». Ben, moi, je dois dire, j'ai un peu mal chez les autres, et je souffre à la fois pour des injustices qui sont générales, c'est-à-dire
Quand on voit l'état des guerres aujourd'hui, on voit tous ces gens qui meurent, c'est horrible. Je souffre sur le plan de la justice institutionnelle, puisque je me suis engagé dans l'affaire, comme vous savez peut-être, Omar Haddad, et bon, j'ai été condamné lourdement, mais enfin, je ne le regrette pas. Et puis, un certain nombre d'autres affaires, disons, comme un exemple que je donne, c'est l'affaire des disparus de Lyon, par exemple, qui me paraît être, alors là, une forme d'injustice dans la mesure où la justice ne remplit pas son rôle. On a le sentiment qu'on étouffe une affaire comme même. Vous avez même critiqué dans le Figaro, il y a peu de temps, les juges, en disant « personne ne juge les juges, d'où le sentiment de toute puissance ». Oui, c'est vrai, je crois que nous avons, on peut en parler, un problème de la justice aujourd'hui, notamment à travers ce qu'on a appelé la République des juges. Je crois que c'est très très grave. C'est très très grave parce que il faudra qu'on arrive à une solution. On ne peut pas rester dans cet état actuel où les juges sont dans un état de toute puissance, où personne ne peut, disons, contredire les juges. Regardez le ton employé par Madame le procureur dans l'affaire Sarkozy. Je ne parle pas du fond, moi le fond, je ne connais pas, mais sur le ton. Mais c'est insultant, mais c'est effrayant de se dire comment est-ce que quelqu'un peut parler ainsi à un ancien président de la République. Voilà. Donc, il y a un ton, et d'ailleurs, tous les avocats pourront vous en parler, il y a un mépris des magistrats pour les juges, des magistrats pour les avocats, qui disons, ne peut pas durer. Donc, j'apporte un certain nombre de solutions, bien que j'ai raté ma première année de droit, oui. Mais seulement la justice n'appartient pas aux gens compétents. La justice, d'ailleurs, excusez-moi, mais me comparer, sans me comparer, Voltaire n'était pas agrégé de droit, Zola non plus, et pourtant ils ont pu apporter un certain nombre de choses, de réformes importantes, et notamment la réforme de la torture de la part de Voltaire. Donc, il me semble qu'il y a une réforme très importante à faire, c'est la réforme de l'école de la magistrature. Voilà, je crois que l'école de la magistrature contient justement ce sentiment de supériorité des magistrats, et il faut revenir à ce qu'était autrefois la magistrature, qui était issue d'avocats. Il y avait un coudoiement, si vous voulez, qui les rendait plus humaines. Ça, je crois que c'est indispensable. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait finalement qu'il y ait une structure, qu'il y ait quelque chose, qui ait un lien quand même pour pouvoir quand même réguler ces juges qui n'en font qu'à leur tête, qui travaillent finalement pour eux-mêmes, qui travaillent pour leur idéologie et pour leur... Je ne veux pas juger l'ensemble des juges, parce que ça serait rentrer dans une injustice. Eux le feraient bien volontiers de vous. Non, je crois que moi j'ai rencontré des juges tout à fait remarquables. Mais ils sont combien, très honnêtement, Jean-Marie Roy? Quand on voit toutes les affaires, que ce soit celle de Marine Le Pen, que ce soit Nicolas Sarkozy, dont vous avez parlé, pareil, on ne parle pas du fond, on parle de la forme. Très honnêtement, on voit bien que tous nos magistrats sont politisés. Quand on voit qu'il n'y a rien du tout après... le président Macron, etc. Je suis d'accord avec Jean-Marie Roy. Il ne faut pas être systématique. Il ne faut pas être caricatural. Citez-moi des affaires politiques, de personnalités politiques. Sur toutes les affaires judiciaires. Je parle d'affaires politiques. Non, mais dès qu'il y a un politique qui est jugé, ça devient politique. Mais la justice politique... les politiques ne doivent pas... Dieu sait si je critique les juges parce que je critique une certaine partialité politique, mais les politiques ne sont pas au-dessus des lois non plus. Nous sommes entièrement d'accord. Il faut... Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Mais on est dans un drame. Moi, je rejoins totalement ce que vous avez dit. Il y a une urgence de réforme. Et je pense que Jean-Marie Roy a raison, c'est la formation. Ouais, voilà. Notre pays devrait intégrer comme juge des avocats au bout d'une 20 ans de carrière, avec une vraie... là, on est dans une espèce de formation de sectarisme idéologique qui est devenu absolument délirant. Ce que font les Canadiens. Mais bien sûr, tous les pays du monde. Oui, on est les seuls. On est les seuls à s'être enfermés
parce que nous sommes dans une forme, d'autant plus que nous sommes un pays d'idéologie. Donc, nous ne sommes pas un pays empirique. Tout à fait. Donc, ça a développé. Mais il y a aussi autre chose qui montre l'influence des juges, et ça qui n'est pas très perceptible pour le grand public, c'est la réforme des cours d'assises. Parce que les cours d'assises ont été modifiées sous Vichy pour introduire des magistrats parmi les jurés populaires. Et ça a été une réforme très importante. C'est la mainmise des magistrats sur les cours d'assises. Et j'ai un exemple qui me tient particulièrement à cœur, puisque ça a fait encore l'affaire Omar Haddad, c'est que vous savez que le crime était absolument abominable. Madame Marshall avait été torturée, le foie perforé, 2 traumatismes crâniens, la mâchoire arrachée. Mais je connais bien l'histoire. Eh bien, vous connaissez bien l'histoire. Eh bien... Mon oncle est Bernard du Grand Rue, donc évidemment, voilà. J'ai bien connu l'histoire. Donc, et quel a été le jugement ? Le jugement, Omar Haddad a été condamné à 18 ans de réclusion avec les circonstances atténuantes. Alors, pouvez-vous m'expliquer en quoi... Non, mais nous sommes entièrement d'accord. C'est pour ça que je vous trouve très, très indulgent à l'égard des juges. Je parlais de juges politiques, François Fillon. Cette histoire est complètement aberrante. C'est politique encore. Non, voilà. Je viens... Vous me reprochez, je viens d'écrire un livre dans lequel je dis il faut juger les juges. Voilà, oui, je vous ai cité tout à l'heure, absolument. Déjà, je crois que j'ai fait quand même un effort pour essayer de stigmatiser un certain nombre d'erreurs de la part des juges. Néanmoins, comme je ne veux pas commettre à mon tour une injustice... Mais alors, comment remédier à la chose? Mais la formation, je vous donne... Oui, nous sommes d'accord pour donner... C'est sur la formation, c'est l'école de la magistrature. Mais seulement, il faudrait que les hommes politiques n'aient pas le couillomètre à zéro. C'est qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas toujours dans une bonne situation. Donc, ils ont peur. Ils sont... Quelquefois, ils franchissent parfois la ligne jaune, hein, ça arrive. Donc, ils ont peur, subitement, il y a une sorte de... vis-à-vis des juges, parce que, pouvez-vous me dire pourquoi il y a eu une commission d'enquête sur l'affaire, qui, à mon avis, était très, très secondaire, Benalla. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une commission d'enquête sur l'affaire des disparus de Lyon, où certains politiques étaient mêlés, on avait cité leur nom, où pendant 20 ans, on a tué, torturé des filles dans Lyon sans que vraiment il y ait eu le moindre souci d'essayer de faire passer la justice. Donc, et vous savez bien que le seul qui soit battu, c'est un gendarme, le gendarme Jambert, et ce gendarme, la veille du procès où on allait lui donner raison, s'est suicidé de 2 balles dans la tête par 2 orifices différents, une dans la gorge et une dans la nuque. Donc, vous voyez... Tout ça, ça semble très mauvais et ça mériterait de la part des politiques de dire, de temps en temps, sur certaines affaires, eh bien, l'affaire Doucet, par exemple, qui était une affaire là aussi extrêmement suspecte, eh bien, qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaires. Alors, moi, j'ai une personne qui nous écrit très crûment. Étonnant, vos deux invités ne vont pas jusqu'au bout de leurs idées concernant les juges. D'un côté, ils ne veulent pas mettre en accusation la magistrature sous prétexte que quelques juges isolés sont valables. Je suis assez d'accord. Résultat, les vérolles resteront en place. On n'a pas dit ça. Non. Non, parce que vous avez dit qu'il y avait la plupart des juges étaient valables. C'est très intéressant. Vous avez dit que la plupart des juges étaient valables. Non, c'est très intéressant. Je n'ai jamais parlé, ni Jean-Marie Roire d'ailleurs, mais il se défendra tout seul. Je n'ai jamais parlé de quelques juges isolés face à une majorité parfaite. Non. J'ai dit simplement que ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup de juges politisés que tous les juges l'étaient. C'est pas la même chose. Non, mais vous voyez, c'est très majorité, mais malheureusement, la majorité, une interprétation peut être faite. Oui. Donc, on pourrait dire la même chose des journalistes. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup l'ensemble des journalistes, c'est sûrement... Et vous avez sur le plateau 2 personnalités, l'une politique, l'une littéraire, qui sont quand même très très sévères, sans doute les plus sévères vis-à-vis de la justice. Donc, c'est tout simplement, il faut prendre le problème par le bon bout, c'est-à-dire d'un côté la formation, de l'autre le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne devrait pas être composé de juges. Il devrait y avoir des juges dedans, mais d'autres personnalités. Jean-Marie, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Parce que pourquoi les juges se jugeraient eux-mêmes ? Il faut un brassage. Et d'ailleurs, je vous conseille de consulter Internet et de regarder comment est-ce que les juges se jugent.
Et vous découvrirez des pépites extraordinaires, je ne veux pas les dénoncer, mais vous verrez des choses terribles, terribles. C'est-à-dire qu'ils ont l'indulgence qu'on souhaiterait quand ils nous jugent nous-mêmes. Vraiment, parce que justement, c'est pas pour se protéger eux-mêmes. Bah bien sûr. Voilà, c'est du style, voilà, si demain, moi, ça m'arrive, mon copain sera gentil avec moi, puisque j'étais gentil avec lui. Mais c'est pour ça qu'il faut un grand ménage. Attendez, je voudrais pas que l'auditeur croie qu'on est là pour protéger. Non, on va au bout de la logique, mais on y va sérieusement. Parce que dire tous les juges sont pourris, tous les juges sont malhonnêtes, tous les juges sont... Ce serait d'abord dramatique pour nos institutions et faux. Donc il faut simplement... Et c'est pas malheureusement la justice qui est en cause, c'est qu'on a un système français très clientéliste, très corporatiste dans toutes les professions, que ce soit le politique, le journalisme, les médecins. Quand on a vu la crise Covid, ce qui s'est passé, il y a de quoi Est-ce que depuis votre ouvrage, vous avez eu des réactions de la part de politiques, mis à part Nicolas Dupont-Aignan ? Non, j'ai pas vraiment eu de... J'ai eu des réactions des journalistes, de la presse, je crois que c'était... Et puis c'est un ouvrage qui est arrivé dans de bonnes circonstances, puisque c'est pleinement d'actualité. Il y a un certain nombre de condamnations politiques, et ça illustrait cette question qui est très importante. Alors là, c'est la question de la République des juges qui touche, c'est vrai, beaucoup plus les politiques de droite. Parce que les politiques de gauche, vous remarquerez, certainement il y a eu des politiques de gauche condamnées, mais jamais on est intervenu dans le déroulement d'une élection présidentielle. Ni pour Strauss-Kahn, ni pour d'autres qui pourtant étaient très chargés. Ils lui ont savonné la planche avant, Strauss-Kahn. Jamais il y a eu... Écoutez, par rapport à... Ils auraient pu lui savonner bien longtemps à l'avance. Tout le monde était au courant, mais ils lui ont savonné... Il était très chargé, je pense qu'il y a eu quand même bien sûr, il avait un bagage énorme, mais il est sorti au bon moment. Si je faisais de la politique, je crois que si je voulais éviter d'avoir des problèmes avec les juges, il vaut mieux être de gauche. Je crois que c'est vraiment... Mais d'ailleurs, le mur des cons ne s'adressait pas aux gens de droite. Mais Mélenchon, alors, justement, on va pouvoir voir, il y a une enquête, il va être jugé prochainement. Écoutez, moi, je ne veux pas faire de cas particulier, parce que moi, je ne pourrais pas mais dans l'ensemble, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de réfléchir, et ça c'est, à mon avis, c'est aux politiques de réfléchir comment faire une réforme de la magistrature qui puisse essayer de corriger l'état que nous assistons. Il y en a une, on l'a évoqué, c'est la réforme de l'école de la magistrature. Ça me paraît indispensable. Ensuite, réforme des cours d'assises, revenir au juré populaire. Au juré populaire, puisqu'il n'y a pas de raison que les magistrats interviennent, parce que ce n'est pas une compétence. Le sentiment qu'on peut avoir de la justice, ce n'est pas une compétence. Vraiment, chacun c'est une des données immédiates de la conscience, chacun peut décider qui est coupable, qui n'est pas coupable. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une mainmise à la magistrature. Et vous savez que maintenant, il y a des cours criminels où il n'y a plus un seul juré populaire. Je vous rappelle quand même que c'est sous la Troisième République, il y a eu un moment où on a viré tous les juges parce qu'on estimait qu'ils étaient trop de droite. Trop à droite, trop traditionnaliste. Mais à quel moment je vais vous retrouver la date. Pas aux assises. Pas aux assises. C'est depuis la Révolution, on a maintenu jusqu'à sous Vichy, où on a introduit ce qu'on appelle, pardon d'être pédant, l'échevinage, c'est-à-dire l'introduction de 3 magistrats. Et quant au juré populaire, il ne devait être ni franc-maçon, ni juif. Évidemment, après, on a modifié parce que ça sentait un peu Vichy. Voilà, donc après, on a rétabli voilà. Alors, nous avons quelques questions. Luna. Oui, donc la première, c'est une question par rapport à l'homosexualité. Si vous aviez des exemples sévères de particularité envers l'homosexualité en tête, en France, bien sûr, et aussi par rapport à Oscar Wilde, qui avait trouvé refuge en quittant la géole de Reading, et sous le régime de Vichy, où il n'y avait pas d'explication, où on n'a pas appliqué la loi du Reich en la matière. Évidemment, je ne parle pas du châtiment de l'Ancien Régime, et quand on traverse la Méditerranée, on voit encore la différence de traitement actuellement. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ça fait partie de ces lois humaines, cette humanisation de la justice, et on pourrait parler aussi de la façon dont étaient traités les suicidés. Vous savez que les suicidés sous l'Ancien Régime
étaient traînés face contre terre. Enfin, c'était épouvantable. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles personne n'osait dire, dans les familles, on n'osait dire qu'il y avait... Donc, ça a été, vis-à-vis du suicide, l'opprobre était terrible. Bon. Et donc, ça fait partie de toutes ces lois. Je parle de l'homosexualité, je parle du suicide, je parle de l'adultère. Je crois que il y a eu vraiment, sous la pression des écrivains et sous la pression, simplement, de l'humanité. Voilà, c'est une évolution humaine des choses. Voilà, alors là, je ne veux pas défendre l'adultère, mais néanmoins, il n'y avait pas de raison, si vous voulez, qu'il y ait une condamnation pénale. 1879, épuration de la fonction publique et en particulier des juges en 1879. Non, mais pas dans les cours d'assises. Non, pas dans les cours d'assises, nous sommes d'accord. Ouais. L'autre question, Luna. C'est un commentaire. Bonsoir messieurs, ce qui m'a amusé dans l'affaire Radad, c'est que l'avocat de la partie civile était M. Leclerc, celui qui défendait SOS Racisme et autres officines pro-immigration. C'est le monde à l'envers. De bons jeux de rôle. Cela dit, la justice est souvent une machine à broyer. Je n'en disconviens pas. Bon, en même temps, un avocat peut défendre une cause et une autre. Mais enfin, bon, celui-là était peut-être spécial. Là, j'avoue que les informations me manquent. Il était peut-être spécialiste en la matière et très... C'est vrai, paix à son âme, il est mort. Mais c'est vrai qu'il présidait la Ligue des droits de l'homme. Et que... il présidait la Ligue des droits de l'homme. C'est vrai que c'était quand même un contre-emploi, me semble-t-il. Oui. Mais vous savez, il y a une phrase sur la justice qui est terrible. C'est un des plus grands jurisconsultes, qui s'appelle le chancelier d'Aguesseau. Mmh. Et le chancelier d'Aguesseau disait « Si on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, je commencerais par prendre la poudre d'escampette. » Donc vous voyez, je crois qu'il vaut mieux ne pas, de toute façon, ne pas... Parce non, mais bien sûr, pas toucher au pot de confiture si on je veut pas... connais peu de gens qui soient satisfaits d'une décision de justice. C'est toujours quelque chose d'une très très grande violence. Et je pense qu'il vaut mieux rester à l'écart. Mais tant qu'à faire de passer devant les juges, mieux vaut que cette justice, en tout cas, ne pèse pas sur elle ce soupçon politique, parce que la politique, c'est quand même le contraire de la justice. On l'a vu à un moment d'un certain nombre de juges, que ce soit sous Vichy ou à la Libération, on a vu ce que donnait la justice politique. Alors, j'ai un auditeur qui nous écrit « L'état de décomposition de notre société est hélas trop avancé pour réformer tout en respectant les lois actuelles. Il faudra oublier les beaux sentiments exposés ce soir, sinon nous disparaîtrons dans un tsunami fait de voyoucratie, d'islamisme et d'enfer wokiste, me semble-t-il. » Oui, ça me paraît très violent. Je crois que Nicolas Dupont-Aignan et moi, nous sommes quand même, nous espérons dans la vie. Nous espérons dans la vie et donc dans les institutions. Et nous essayons, autant qu'on peut le faire, de proposer des réformes. Je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut pas, je crois que c'est une tendance à une forme de défaitisme en matière sociale. Non, je crois qu'il faut se battre. La vie, c'est se battre et c'est essayer de se battre un peu pour les autres. Alors, les écrivains, en général, c'est vrai, sont assez tournés vers eux-mêmes. Je n'y échappe pas. Mais de temps en temps, on peut quand même essayer de défendre ceux qui souffrent. Et je crois que ça fait partie de... Vous savez, c'est inscrit profondément dans la littérature. Oui, mais vous croyez encore à défendre... Vous parlez de défendre les plus faibles. Pardon, j'ai le général Pinatel qui m'écrivent en même temps. Vous parlez de défendre les plus faibles, mais vous pensez que c'est à travers finalement votre écriture, votre œuvre, des idées que vous voulez faire passer, que vous allez y arriver? Vous pensez qu'encore aujourd'hui, compte tenu de la situation de la France qui est quand même extrêmement grave, vous ne pensez pas que finalement, quelque part, voilà, les écrits c'est bien, mais il faudrait l'action, et une action forte, je vous dis, extrêmement forte? Il me semble que ce qui est important chez un homme, chez tous les hommes, pas seulement chez les écrivains, c'est la faculté de s'indigner. Non, mais s'indigner, c'est bien, mais après... Attendez, oui. Non. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Il y a eu un décret sur les Juifs en septembre 40, dans lequel il n'y a pas eu d'indignation. Bon. Oui. Eh bien, moi, je dis, quasiment pas, alors que la France est vraiment le pays des droits de l'homme. C'est un pays qui a passé son temps, à toutes les époques, justement à s'indigner, à se mobiliser quand il y avait une injustice.
et c'est une des seules périodes de l'histoire de France, ce qui montre bien que c'était plus vraiment la France, que les gens étaient tous dans des problèmes effroyables. Eh bien, je crois que cette faculté de s'indigner, c'est essentiel. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire que quelquefois, quand il se passe une injustice, il y a quelqu'un qui s'indigne. Et puis, ça augmente le capital de l'humanité. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont là. Regardez les moines de Tibérine. On pourrait dire, à quoi ça sert, les moines de Tibérine ? Mais si ça sert, parce qu'il y a eu des gens aussi admirables que les moines de Tibérine qui ont sacrifié leur vie, eh bien, ça nous aide à vivre. On se dit, quand on voit tellement de gens, de salauds, de gens ignobles, d'égoïstes, on se dit, il y a quand même des gens qui remontent ce capital moral de l'humanité. J'ajoute ce que dit Jean-Marie Roire, c'est que dans une période récente, on a quand même enfermé les Français pendant la période Covid, et j'étais un des rares à me battre dans le silence total de la classe politique. À part Florian Philippot, Martine Vonner, on n'était pas nombreux. Quand on pense qu'on a interdit aux soignants, on les a suspendus. Vous savez que les soignants qui ont été suspendus parce qu'ils refusaient ces injections qui ne servaient à rien, n'ont pas été payés pendant plusieurs années et ne sont toujours pas payés. On ne leur a jamais rendu leur salaire. Mais ils sont réintégrés tout de même. Ils sont réintégrés, oui. Mais le salaire, oui, bien sûr. Mais où étaient tous les leaders syndicaux ? Ouais. Tous les leaders syndicaux qui braillent toute la journée. Non, mais moi, il n'y avait plus personne. Je suis tout à fait. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que la faculté d'indignation, elle est préalable à l'action. S'il n'y a pas, s'il y a pas de faculté, derrière. S'il n'y a pas d'indignation, il n'y a pas d'action. Et on était bien seuls quand on a été quelques-uns à s'indigner de ce qui s'est passé. Et ce qui est quand même effrayant, et moi je crois que la période Covid, en tout cas moi, m'a fait réagir, parce que Jean-Marie Roire parlait de vie. Moi je pense que le grand péril de la France aujourd'hui, c'est cette résignation face aux attaques contre nos libertés élémentaires, et que le peuple français est résigné face à ces attaques permanentes. Il y a Alexandre Jardin qui fait un travail remarquable. Voilà, on empêche 20 millions de Français de prendre leur voiture, c'est-à-dire d'aller emmener leur enfant à l'hôpital, d'aller se promener parce qu'ils n'ont pas les moyens de changer de voiture, et ça passe comme une lettre à la poste. Et il faut s'il n'y avait pas eu Alexandre Jardin, moi j'ai beau m'époumoner dans mon coin, quand c'est un écrivain, quand c'est Alexandre Jardin, quand c'est Jean-Marie Roire, nous, ça nous donne du poids. Ce que je veux dire, c'est que l'action politique ne peut venir que s'il y a une capacité d'indignation. Et dans la société française actuelle, je trouve qu'il y a une accoutumance à l'absence de liberté qui est extrêmement dangereuse pour la suite. On nous prépare l'euro numérique, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure, Laurent. L'euro numérique, c'est la fin de toutes nos libertés. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Banque centrale vous coupera votre portefeuille numérique parce que vous avez consommé trop de viande et que c'est pas bien de consommer de la viande, ou vous avez pris trop de billets d'avion, ou vous avez ceci. Et ça, face à cela, on n'est pas nombreux à réagir. Que ce soit dans le monde politique, dans le monde littéraire, dans le monde syndical, il n'y a plus personne. Et toutes les belles âmes qui devraient être là, qui sont les héros de la liberté, ils sont passés où ? Et un pays comme la France, qui oublie ce qu'est la liberté, est un pays qui a du souci à se faire, franchement. Alors, nous avons un bobino. On me fait signe qu'il faut arrêter 2 minutes. Pardon, et nous retrouvons tout de suite. À tout de suite, chers auditeurs. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Une page extra que vous avez fait récemment dans le Figaro. Et je ne me souviens plus sur quoi. Alors, nous sommes de nouveau en direct, mais au moins Nicolas a beaucoup apprécié une page. Nous vous écoutons, cher Nicolas. Non, je demandais... passons, mais il y avait une coupure, donc je me tais. Voilà, à Jean-Marie Roire, voilà, il y avait une page que vous aviez beaucoup appréciée. Alors, j'ai une auditrice, qui nous écrit « Rebonsoir, je me souviens d'une affaire de cour d'assises dans laquelle une proche était jugée. Elle a très bien senti lors de la délibération la manipulation des magistrats, pressé le vendredi de partir en week-end. On lui a expliqué que celui qui proposerait la peine la plus lourde serait disqualifié automatiquement. Et il y avait un homicide à la clé. PS, pour la boutade, la France n'est pas la patrie des droits de l'homme, mais la patrie de la Déclaration des droits de l'homme. Écoutez, c'est difficile. Voilà notre auditrice. Alors, commentaire après notre auditrice.
C'était très difficile de juger une affaire dont nous ne connaissons strictement rien. Bien sûr, mais voilà un commentaire d'une auditrice. Une injustice a certainement été une injustice. Oui, mais c'est vrai que très honnêtement, ce qu'on entend généralement dans les médias n'est pas très réjouissant, il faut le dire. Alors, Jean-Marie Roy, moi je voudrais que l'on parle également de votre passion pour l'art, mais bon, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, en quelque sorte. Votre passion pour l'art, et d'ailleurs vous êtes venu avec un ouvrage Augustin Rouart que vous avez offert à Nicolas Dupont-Aignan, et je voudrais que vous nous en parliez rapidement, s'il vous plaît. Eh bien écoutez, je suis né dans une famille où il n'y avait que des peintres. Eh oui. Vraiment, alors là, et les tableaux accrochés au mur. Des tableaux accrochés au mur. Partout. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas disposer de fruits, de pommes, de poires, parce qu'ils étaient tous réquisitionnés par mon père pour les natures mortes. Et puis ensuite, dès que nous allions à la campagne, tous les peintres se précipitaient sur nous pour faire notre portrait. Il fallait poser, enfin voilà. Les conversations à table ne passaient que sur les conversations des peintres de la famille. Ça vous passionnait ou ça vous enquiquinait à la fin? Alors, je vais vous dire, je vais terminer. Oui, pardon. C'est qu'en effet, les conversations étaient monopolisées, puisque ma tante Julie était la fille de Berthe Morisot et la nièce de Manet. Elle avait été élevée par Degas et par Renoir, donc voilà. Et le samedi, mon père me disait, tu as été sage, je vais t'emmener au Louvre. Je dis, non, pas le Louvre. C'était vraiment... voilà, mais ça, c'est quand j'avais 10 ans. Et oui. Et puis après, j'ai compris que c'était une chance extraordinaire, non seulement d'être dans une famille de peintres, mais qui ne s'intéressait absolument pas à l'argent. Parce qu'il y avait des Manet sur les murs, il y avait des Degas, des Corot, chez toutes les personnes de ma famille. Mais ce n'était pas pour leur valeur marchande, c'était une mystique de l'art. Voilà, une mystique de l'art. Et ça, je veux dire, spirituellement, c'était extrêmement élevé. Et la beauté et cette vérité spirituelle, eh bien, ça m'a, je dois dire... Alors, au début, c'est vrai que ça m'agaçait un peu, parce que c'était un peu monoïdéiste. Mais maintenant, je me rends compte que c'est une chance extraordinaire. Et la chance, c'est d'avoir eu, de mon côté, la vocation de poursuivre par d'autres moyens, par la littérature, cette vocation artistique, et d'être un miraculé de la culture générale, puisque j'ai réussi, avec très très mauvaises études, à pouvoir vivre de ma plume et du journalisme. Et j'ai trouvé, dans le journalisme et dans la littérature, qui ont des connexions très importantes, eh bien, j'ai trouvé, au fond, j'ai réussi à me sortir de cette destinée qui était très, très mal partie. Alors, justement, cette destinée, est-ce que le petit Jean-Marie, avant de prendre un stylo entre ses doigts, a-t-il pris un pinceau? Non, jamais. J'ai fui. Oh, non, mais est-ce que vous avez reçu une éducation, quand même, je vivais au milieu de bien sûr, mais pour peindre, est-ce que vous avez reçu des cours de dessin, des cours de peinture? Non. Mais donc il n'y avait pas cette volonté de la part de vos parents de vous imposer... pas, non. Donc c'était très libre. Rien, c'est une famille, alors là, de ce point de vue-là, à la fois inspirée par Saint François d'Assise, je n'ai jamais reçu une gifle, ni une fessée, ni on ne m'a jamais rien imposé, on m'a laissé complètement libre. Peut-être que j'aurais dû mériter quelques fessées, mais, comme disent mes amis, néanmoins, non, j'étais dans un climat complètement de pacifique et d'amour. Et donc, c'est certainement, parce que moi je crois beaucoup par l'éducation, par l'amour, et c'est certainement ce qui m'a incité à rester dans ce domaine artistique qui me fascine toujours, et je me pince très souvent, vous savez, parce que c'est une vocation, c'est une chance formidable. Et je crois que tous les parents qui nous écoutent le savent bien. C'est merveilleux de rêver de consacrer sa vie à quelque chose, surtout quelque chose comme l'art, qui est à la fois quelque chose de personnel, mais qui en même temps vous dépasse et vous élargit aux autres. C'est-à-dire, on n'est pas seulement dans ses propres préoccupations, mais on essaie de comprendre aussi les autres. Non, vous pensez qu'à travers l'art, on essaye de comprendre les autres? Ah oui, ça je crois. Ou de comprendre au moins un autre, qui est l'artiste lui-même. Je crois que c'est vraiment... Oui. C'est transformer une expérience personnelle en une expérience universelle. Et ça, c'est la vocation. Vous savez, au fond, un artiste, quel est son rêve? Son rêve,
c'est d'essayer d'approfondir en lui-même, de se comprendre, mais en même temps de comprendre l'humanité tout entière. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette vocation universelle de l'art. Pourquoi est-ce qu'un tableau de Van Gogh peut être apprécié au Japon, et pourquoi est-ce qu'il peut être apprécié un siècle après sa mort, et pourquoi nous pouvons voir des artistes japonais extraordinaires. Mais c'est parce qu'il nous parle à nous, personnellement. Oui, mais parle à chaque être humain. Exactement, à chaque être humain personnellement. C'est ça qui est fabuleux. Il y a une émotion qui se transmet. Et je crois que c'est en plus cette tradition occidentale qui a été la vérité par la beauté. Voilà. C'est en cela que c'est absolument extraordinaire. C'est ce qui fait cette richesse extraordinaire de l'art occidental, mais pas seulement occidental, dans tous les pays. Oui. Alors, c'est une passion que vous avez en commun avec Nicolas Dupont-Aignan, puisque Nicolas, un jour, j'ai surpris une confidence. Dis-moi un petit mot. J'ai surpris une confidence qui est celle... alors, Nicolas me regarde inquiet. Que va-t-il dire sur moi ? Si je ne m'abuse, vous avez rencontré celle qui est devenue votre épouse lors d'une exposition ? C'est une passion commune que vous aviez tous les deux ? Enfin, je l'avais rencontrée légèrement avant, mais, mais pour essayer de la séduire, je l'avais emmenée dans une exposition et je peux révéler qu'elle m'avait fait attendre un petit quart d'heure pour voir si j'étais assez passionné. Et après, elle m'a révélé bien plus tard qu'elle avait fait le tour du pâté de maison avec sa sœur. Vous voyez, les femmes sont terribles. Pour voir si j'allais bien attendre. Non, je plaisante, elle ne serait pas contente que je raconte ça. C'est très mignon, justement. Mais c'est vrai que j'ai avec ma femme la passion de l'art et que c'est elle qui dirige la maison Caillebotte, qui a exposé d'ailleurs, qui a fait une belle exposition sur les Roirs. Il y a quelques années, Jean-Marie, il y a quelques années, et vous êtes venu d'ailleurs vous-même, Laurent Poultier-Dumesnil, à la maison Caillebotte, donc je vais faire de la pub hier, dans l'Essonne, allez-y, elle est magnifique. Dans la ville dont j'étais le maire pendant des années. C'est plus qu'une maison, elle est appelée maison, pour moi c'est une propriété, puisqu'il y a un ensemble de bâtiments magnifiques. Tout à fait. Et c'est là où laisse en parler. J'ai un vrai coup de cœur. Gustave Caillebotte pendant 20 ans. Sa famille. Et il a peint 89 toiles dans cette maison. Rien n'a changé, ni le parc, ni la maison que nous avons restaurée. Et ma femme a créé un centre d'art d'exposition à côté. Et elle l'anime avec talent. Et voilà, et donc c'est un beau lieu. À partir du 17 mai, il y aura une très belle exposition sur un peintre que vous connaissez peut-être, Zaborov, qui est un peintre russe qui a habité en France. Et une très belle expo, très originale. Et chaque année, il y a une grande exposition différente. Il y a eu une exposition de photographie l'année dernière. Il y a eu une exposition sur les Roirs. Il y a, je ne sais plus combien de temps. 10 ans. 10 ans déjà. Voilà. Et c'est important de faire vivre un lieu. D'abord, moi, ça m'évade de la politique, puisque justement, ça nous replace dans une autre dimension. Et ce que j'essaye de faire, alors là, avec la ville... Le parc est enchanteur. C'est que tous les enfants des écoles puissent venir, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une inégalité. Alors, vous parliez d'injustice, c'est que de plus en plus, l'art est réservé à ceux qui ont les moyens. Moi, quand j'étais petit, je me souviens, c'était pas cher d'aller dans un musée. J'avais une mère artiste, donc je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais c'était pas cher d'aller visiter des expositions. Aujourd'hui, les musées, les expositions sont très chers. Et une famille avec des enfants qui n'a pas des moyens gigantesques ne peut pas, le dimanche, emmener ses enfants, payer 15 € chaque entrée, même s'il y a des tarifs parfois. Donc moi, je veux absolument qu'ailleurs, à la maison Caillebotte, on ait une politique pour les jeunes. Tous les enfants des écoles passent, s'ils le veulent, bien sûr, si les maîtres le veulent. Alors certains le veulent, d'autres ne le veulent pas parce que c'est moi, que je suis un horrible bonhomme de droite. Alors on ne va pas voir, d'autres le veulent heureusement. Et c'est très important, cette éducation à l'art, pour qu'il y ait un œil et que la beauté soit aussi dans notre société. Voilà. Donc moi, et on va créer une fondation. Voilà, c'est mon objectif. La fondation Caillebotte, je voudrais que, pour aider les jeunes à découvrir des artistes, à la fois contemporains et anciens, nous sommes très éclectiques dans notre programmation. Alors, on a une auditrice, allez, on lit juste la petite phrase. Je dis hier, c'est en Essonne, 20 minutes par le RERD, parce qu'il y a hier dans le Var, et on me dit toujours hier, c'est dans le Var. Non, là, c'est dans l'Essonne. RES. Voilà. 20 minutes de Paris en RER. Une auditrice. C'est un commentaire donc d'une auditrice. La sagesse populaire dit bien,
un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Alors, Augustin Rouart. Oui. Ben oui. Eh bien, c'était mon père. Et donc, c'était un homme un peu ombrageux, un peu merveilleusement bon, très catholique, et qui, évidemment, était mon contraire, puisque c'est un homme très renfermé, qui ne jouait pas du tout le jeu de la société. Et c'est pour ça que je suis devenu un arriviste. Voilà, je suis devenu un arriviste, et c'est pour ça que j'ai eu cette espèce de folie de vouloir avoir des prix littéraires, de vouloir entrer à l'Académie française. Est-ce que ce n'était pas une revanche, justement, sur vos études ? C'était peut-être une revanche sur mes études qui avaient été catastrophiques. C'est vrai que je me suis pincé quand je suis arrivé dans la salle de l'Académie, et je me suis retrouvé au milieu de Lévi-Strauss, de Jean d'Ormesson, d'Henri Troyat. Et quand j'ai pensé à mon bac raté, je me suis dit, mais c'est pas possible, je rêve. Je me suis pincé en me disant, vraiment, c'est un rêve. Et donc, c'est vrai que j'ai voulu peut-être prouver plutôt à mon père qu'on pouvait vraiment... Je ne parle pas de carrière, parce qu'en matière artistique, à mon avis, il n'y a pas de carrière. Ce sont des passions qui tournent plus ou moins bien, socialement, j'entends, mais qui n'ont rien à voir avec la qualité. Et donc, j'ai cette ambition que j'avais, eh bien, c'était de lui prouver qu'on pouvait, d'une certaine façon, jouer un peu le jeu de la société, sans pour autant abdiquer les valeurs artistiques, voilà, et continuer. Voilà. Donc j'ai essayé de mener de front les deux, et plus un caractère social, parce que mon père ne s'intéressait absolument pas aux discussions politiques, aux discussions sociales. Et moi, j'ai adoré ça, j'ai adoré la conversation. Voilà, j'ai adoré la conversation, et j'ai eu de la chance dans ma vie de rencontrer des gens comme Philippe Tesson, comme Jean d'Ormesson, avec qui j'étais très lié. Et de ce point de vue-là, j'ai été vraiment nourri en matière de conversation. Oui. Et est-ce que vous parliez immanquablement d'art avec eux ? Avec Jean d'Ormesson ? Oui. Non, pas avec, peu. Non, c'était pas... on ne peut pas dire que Jean d'Ormesson était passionné. Ben justement, c'est pour ça que je pose la question. Oui. Passionné de littérature. Littérature, mais d'art, moins. Beaucoup moins. Oui. C'était pas non plus. Oui. Il avait un très bon bagage culturel. Oui. Mais disons, je crois que sa véritable passion, comme moi, nous avions un point commun. Nous étions c'est ce que je cherchais justement. Adolescents. Oui. Je crois qu'il est resté jusqu'à la fin de sa vie, à 92 ans, un adolescent. Moi, j'essaie de... Enfin, je ne fais pas d'efforts, mais je crois que je suis resté là aussi complètement... C'était un adolescent, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que tout est encore possible. Voilà. Tout est encore possible, et qui n'abdique pas, justement, l'idéal de la vie, qui n'abdique pas l'idéal de se dire qu'on peut changer la vie, on peut l'améliorer, et que l'homme, au fond, il y a beaucoup de gens qui sont très supérieurs et qui rachètent les méchants, les odieux, les horribles qu'on peut rencontrer. C'est ça qui vous rassemblait avec Jean d'Ormesson. Oui, je crois que c'est cette forme d'amusement et de ne jamais se prendre au sérieux. Parce que vous savez, ça, c'est une mort terrible. À l'Académie, autrefois, je croyais qu'il y avait des gens qui se prenaient au sérieux. Plus maintenant, plus personne. Mais c'est la mort, c'est les gens qui deviennent pédants, qui se prennent pour quelqu'un d'important. Je crois que l'art devrait, au contraire, donner la leçon inverse. Parce que quand vous vous consacrez à la littérature, à la peinture, et que vous voyez tous les génies qui vous ont précédé, ça rend forcément modeste. Ah, mais bien sûr, on devrait être humble. On est d'une humilité absolument terrible. Oui, en ce moment, on reparle moi, je peux vous dire que chaque fois que je prends la plume, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est mon premier roman, j'ai l'impression que je commence, que je débute, et j'espère que ça continuera, parce que je crois que c'est la clé de l'art. La clé de l'art, c'est de se considérer qu'on n'est rien, et que tous les gens qui vous ont précédé ont été extrêmement loin dans l'approfondissement de l'art. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Salvador Dali, qui dit « Ô peintre, ne te préoccupe pas d'être moderne, tu le seras, hélas, forcément. » Tiens, c'est pas mon bic que vous m'avez piqué. Alors, justement, qu'est-ce qui a poussé le romancier, finalement, tout d'un coup, à vouloir parler de justice ? Est-ce que c'est face à différents événements que vous avez voulu, tout d'un coup, allez, je laisse tomber le roman, j'interviens, là, pour le coup, non, c'est très ancien. Je peux faire passer des idées ? C'est très ancien, puisque c'est dès le début. Je raconte, d'ailleurs, l'histoire d'une injustice avec un de mes professeurs,
qui a joué un très grand rôle en classe de 3e avec moi, qui m'a beaucoup vraiment poussé à lire. Et puis, c'est passé une chose terrible, c'est qu'il est tombé amoureux de moi. Et je ne pouvais pas lui en vouloir, parce que je toujours trouvé tout à fait normal quand on tombe amoureux de moi, mais enfin quand même. Et là, ça s'est mal tourné, parce qu'un jour, il m'a proposé de venir chez lui pour la personne voir. Et puis, il n'a pas ouvert la porte. Et le lundi matin, j'étais convoqué en conseil de discipline. Et j'étais renvoyé du collège pour homosexualité. Alors là, je me suis dit, j'ai compris que c'était quand même assez grave, parce qu'on était dans une époque, vous voyez, où et là, j'ai compris qu'au fond, ce professeur m'avait fait porter, au fond, m'avait chassé de sa vue pour m'épargner, mais en même temps, en me considérant, disons, en m'attribuant, si on peut dire, le péché, si vous voulez, voilà, qui était lui-même son drame. Il a fini par se suicider. Ah oui, c'est dû vous marquer. Donc cette affaire, si vous voulez, pour moi, elle m'a montré comment le monde des adultes était un monde complexe, un monde à la fois avec des espèces de confusion de sentiments. Et ça, d'ailleurs, était le thème de mon premier roman, beaucoup plus tard. Et donc, mais je crois que cette idée de la justice, on l'a ou on l'a pas. Et je crois que ça tient aussi énormément aux familles. Vous savez, moi, j'ai une famille où cette idée chrétienne de la justice, parce que c'est ou judéo-chrétienne, si vous voulez, parce que c'est vrai que nous commençons toute notre histoire, c'est celle du Christ, c'est celle d'une injustice. Donc celle d'une injustice dont nous avons tiré cette leçon humaine absolument extraordinaire, dont nous avons tiré cette civilisation. Cette séparation des pouvoirs. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, mais... Voilà, et cette forme de justice qui a été mise en place par Saint-Louis. Mais en l'occurrence, c'est une justice politique. Absolument, tout à fait. En l'occurrence, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas, vous avez raison. Je tiens à rappeler le nom de votre ouvrage, Drôle de justice, chez Albin Michel, confession d'un anarchiste de droite, voilà, par Jean-Marie Rouard, de l'Académie française, que vous pouvez retrouver, chers auditeurs, très facilement. Donc Albin Michel, et que l'on peut commander sur Internet, bien entendu. Bien sûr. Voilà. On peut même en acheter 2, si on veut. On peut même en acheter... Oui, mais pourquoi c'est bien d'aller dans les librairies. C'est quand même bien d'aller dans les librairies. C'est quand même mieux. Là où on supprime l'humain, en effet, voilà, entièrement d'accord. Allez dans les librairies, aller dans les librairies, discuter, voilà, absolument. Hein? Demandez aux libraires si parce ça que vaut là le coup de l'acheter. Je suis désolé, moi je suis très surpris au niveau local, là, dans ma ville, hier, cette déshumanisation de tout. Malheureusement. On ne peut plus avoir un organisme public. On ne peut même plus avoir quelqu'un au téléphone. On ne peut plus... Chez les impôts. Non, mais on ne peut plus. Il faut voir dans quel état sont nos concitoyens. Oui, les caisses... vous voulez avoir la caisse d'allocation familiale, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas avoir un interlocuteur. Je me posais la question récemment, je vois certains de mes concitoyens qui n'auront pas vu une personne, puis dialoguer avec une personne pendant 1 mois, 2 mois. C'est quoi quelle société on est en train de créer? Mais le Covid a joué un très grand rôle. Mais il y a une espèce un accélérateur. C'est un accélérateur. Et à la mairie, on a avec le maire, Olivier Clodon, avec lequel je travaille, on est tous les deux... on se dit toujours, on doit être le dernier lieu où tous nos concitoyens peuvent accéder à un visage. Et on a donné instruction au personnel municipal, si quelqu'un vous parle, vous êtes jardinier, vous vous arrêtez, vous lui parlez. On est dans une société où plus personne ne parle à personne. Et ça rend les gens dingues. Alors, il nous reste 8 minutes avec Jean-Marie Rouard. Je voudrais poser la question suivante. Donc, Luna. Une dernière question. Quels exemples de peintres engagés pour la justice votre invité a-t-il en tête? Je connais le rôle de Guéricault qui peint la Méduse, mais Degas était anti-Dreyfusard ou alors Picasso. Écoutez, c'est amusant ça comme question de l'auditrice. C'est la plus mauvaise façon d'aborder un artiste que de voir ses positions politiques. Parce que, d'ailleurs, l'écrivain Drieux-La Rochelle disait si on juge un écrivain, et Dieu sait que lui s'était engagé politiquement dans la collaboration, si on juge un écrivain selon ses actions politiques,
on y verra surtout des effets ridicules. Mais il faut le voir comme une preuve de son humanité. Et moi, je crois que c'est vrai que les positions des écrivains n'ont pas beaucoup d'importance sur le plan politique. Il ne faut pas ramener l'œuvre des artistes à leur position politique. Parce qu'il y a de très grands artistes qui ont pu avoir... On a cité le cas de gars qui n'étaient pas Dreyfusards, mais il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas Dreyfusards. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est une conception... Là, au score, il faut contextualiser l'affaire Dreyfus. Il faut voir qu'il y avait des gens qui voyaient que la guerre arrivait, qui voyaient que les questions de justice étaient moins importantes. D'ailleurs, il y avait un écrivain, un historien qui s'appelait Bainville, qui disait « Je suis Dreyfusard judiciairement, mais anti-Dreyfusard politiquement. » Donc, vous voyez à quel point c'est complexe. Donc, que ce soit pour les écrivains, alors on pourrait dire il y a le problème de Courbet. Courbet, vous savez qu'il s'était engagé pour la Commune. Oui. Est-ce que c'était un bien ou un mal de s'engager pour la Commune? Je vais vous dire. Il faut sortir l'homme de l'œuvre. Toutes ces questions. Oui. Et d'ailleurs, il y a un exemple que je trouve formidable, c'est de laisser passer le temps. Et quand vous laissez passer le temps, vous voyez, vous revenez à Dante. Alors, Dante, vous savez qu'il y avait une grande querelle entre les Guelfes et les Gibelins. Dante était de quel côté? Du côté des Guelfes ou du côté des Gibelins? Et qu'est-ce que ça peut fiche maintenant de savoir de quel côté il était? Il était Gibelin. Mais enfin, ça n'a aucune importance. Eh bien, je crois que toutes nos questions qui se posent pour nous, si les gens étaient monarchistes ou républicains ou anti-républicains, dans quelques siècles, ça n'aura plus aucune importance. Et c'est pas ce qui compte, c'est l'art, parce que l'art porte quelque chose de supérieur, justement, aux conditions sociales. Il est fait pour ça. Il est fait pour nous élargir. Et surtout, il est fait pour cette chose tellement importante. C'est une religion au-dessus de nous-mêmes. Et la politique sépare. Et en principe, l'art, la littérature devraient nous rassembler sur de véritables valeurs. Eh bien, écoutez, c'est un très beau mot de conclusion. Nous vous remercions beaucoup, Jean-Marie Rouard. Je voudrais rappeler quand même votre œuvre de nouveau, Drôle de justice. Vraiment, c'est vraiment pleinement d'actualité, par Jean-Marie Rouard de l'Académie française, Confession d'un anarchiste de droite. J'aime beaucoup cette... anarchiste de droite. Merci beaucoup, Jean-Marie Rouard. Merci. Voilà, nous aurons plaisir de vous retrouver. Jean-Marie. Et chers auditeurs, je vous propose de nous retrouver après une très courte pause. À tout de suite, merci.